Moi, j'ai toujours la tâche de réchauffer la salle avec des arguments économiques. Donc, ça peut être ardu pour certains, mais vous allez comprendre à mesure que j'avance pourquoi je pense que c'est extrêmement important de parler des arguments économiques à l'approche d'une troisième lutte référendaire. Et la bonne nouvelle, de toute façon, pour ceux qui doivent partir un peu tôt, c'est que vous aurez vu le meilleur au moins, donc vous pourriez y aller après. Donc, moi, j'avais 10 ans au premier référendum en 1980. Donc, je comprenais pas exactement tout ce qui se passait. Évidemment, c'est vers 11 ans que j'ai tout compris. Mais au deuxième référendum, j'ai été un peu plus actif. J'avais 25 ans, j'étais étudiant en économie à l'époque et j'étais membre des économistes pour la souveraineté. Et déjà à l'époque, je trouvais qu'il fallait insister beaucoup plus sur les arguments économiques. Pourquoi je dis ça? Parce que la souveraineté, il y a deux grands types de visions là-dessus. Soit c'est une cause de cœur, soit c'est une cause de raison. Ceux qui trouvent que c'est une cause de cœur et donc qui veulent parler plus de culture, de langue, d'identité, dont je fais partie, même si je suis économiste et financier, c'est vraiment mon clan, la cause de cœur. Ceux-là, je pense, on les a plus ou moins acquis. Les gens qui sont vraiment convaincus que notre culture, notre langue, notre identité et que notre histoire font en sorte qu'il faut devenir un pays, à mon avis, votent en majorité oui. Et les appuis de ce côté-là sont assez solides. Et donc, je pense que ce qui va nous faire gagner le troisième, c'est premièrement de conserver évidemment cette base-là de gens qui pensent que c'est une cause de cœur, mais aussi ceux qui se demandent si on a les moyens de faire la souveraineté. Et c'est là, je pense, que malheureusement, les fédéralistes sont très efficaces à faire peur aux Québécois. À l'approche des deux référendums, en fait, on a vu les mêmes tactiques, c'était de faire peur aux gens avec l'économie, avec la finance. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir insister à la prochaine lutte. Pardon. En fait, on peut déjà le faire, mais à l'approche du prochain référendum, il va vraiment falloir mettre ça au clair avec nos concitoyens, qu'économiquement, le Québec a tout à gagner à devenir un pays. Et c'est ceux que j'appelle les pragmatiques ou les homo economicus, en fait, qui se demandent est-ce qu'on a les moyens de faire un pays? Et les deux conditions sont nécessaires. Hein. Moi, je pense qu'il faut à la fois avoir des raisons culturelles de vouloir faire un pays, mais avoir les moyens de nos prétentions culturelles. Et les moyens, on les a, et pas à peu près. Le Québec est... En fait, en ce moment, dans le monde, si on regarde n'importe quel pays, là, il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi chanceux que nous pour les générations à venir, et on va en parler. En fait, mes collègues aussi vont donner de bonnes raisons de croire ça. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire, les fédéralistes, quand le référendum va approcher encore? Ils vont vous arriver avec les mêmes techniques de peur sur la dette, sur la richesse relative, sur la monnaie, etc. Donc, on va en passer quelques-uns et à la fin, j'espère qu'il y aura des questions. S'il y a des arguments fédéralistes qui vous ont déjà fait douter, souvent, il y a des gens qui sont souverainistes, ils discutent avec des amis fédéralistes et il y a des arguments qui peuvent les faire douter à la fin. La péréquation en est un autre, on va en traiter dans quelques instants. Donc, tous ces arguments-là sont faux, sont basés sur des choses bancales à la base. Donc, il faut les démonter quand on discute avec les fédéralistes là-dessus. Et moi, je suis convaincu que si le message passe suffisamment auprès de notre population, et qu'on garde les romantiques qui disent oui pour la culture et la langue, etc., et qu'on va chercher les pragmatiques, on va avoir une très forte majorité, pas 50 plus 1, là, une forte majorité claire qui va dire oui, on veut un pays. Prenons les peurs fédéralistes une par une, ou les plus grandes peurs les plus fréquemment citées, la dette. Le Québec serait beaucoup trop endetté si on devenait un pays. Premièrement, le Québec actuellement est moins endetté que la moyenne des pays riches de la planète. Il y a un regroupement qui s'appelle l'OCDE, qui est une trentaine de pays, un peu moins d'une trentaine de pays riches, les plus industrialisés, les plus développés de la planète. Et si le Québec en faisait partie comme pays, on serait moins endetté que la moyenne de ces pays-là. Donc, si aucun de ces pays-là se dit qu'il est trop endetté pour être un pays, pourquoi nous, on devrait se dire on serait trop endetté pour devenir un pays? Par contre, on peut voir dans la presse des fois, dans la presse en général, là, pas la presse, mais les journaux en général, qu'il y a des études simili-scientifiques qui nous disent qu'on n'est pas loin de la Grèce, et des aberrations comme ça, qu'on serait presque en faillite technique au Québec tellement on est endetté. Mais ces études-là comparent des dettes qui ne sont pas comparables, premièrement. Il y a à peu près 10 façons de qualifier une dette nationale, que ce soit dette brute, dette nette, dette à long terme, etc. Et quand on compare la dette nette du Québec, c'est-à-dire y compris les actifs financiers et la dette, on fait le bilan total de ça, le Québec est moins endetté que les pays riches, comme je vous le disais. Deuxièmement, on nous dit souvent, oui, mais vous allez devoir prendre votre dette fédérale, votre portion de la dette fédérale, donc ça va encore plus vous endetter. Mais comme je viens de dire, un bilan, ça a deux côtés, actif, passif. Qui dit dette, dit actif aussi. Les impôts québécois ont servi à construire tout ce qu'il y a au Canada depuis le début de l'histoire du Canada. Il ne faut pas oublier ça, et quand on va faire un bilan de tout ça, il y a des actifs hors Québec, au Canada, qui vont nous revenir à nous de droit pour y avoir contribué à la hauteur d'à peu près 20-25 %.
Donc cet argument-là que la dette fédérale viendrait nous étouffer en prenant notre portion, c'est absolument insensé puisqu'on a des actifs aussi hors Québec qui nous reviennent. L'argument de la monnaie. Est-ce que le Québec aurait un dollar canadien au lendemain du référendum gagnant et est-ce que le Canada nous autoriserait à utiliser le dollar canadien? Sachez que l'entité au monde qui voudrait le plus qu'on conserve le dollar canadien, c'est le Canada. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une devise sur les marchés financiers, je viens de ce milieu-là, je peux vous en parler en connaissance de cause, une devise, c'est un bien comme un autre. Demain matin, si le Québec voulait utiliser le yen japonais, il n'y a personne, ni même le Japon, qui pourrait l'en empêcher. Si on voulait utiliser l'euro, on pourrait utiliser l'euro demain matin. Ce que je veux dire, c'est qu'une devise, ça se vend et ça s'achète sur les marchés comme n'importe quelle autre marchandise. Donc, si le Canada nous forçait à nous débarrasser du dollar canadien, il faudrait qu'on vende toutes nos réserves de dollars canadiens et tout ce qui est libellé en dollars canadiens au Québec. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, le Canada verrait le quart de sa masse monétaire à vendre. Ce qui ferait s'écrouler la monnaie et le Canada, serait en grave problème technique sur les marchés financiers. Donc, le Canada serait le premier à venir frapper à notre porte, à nous demander, nous supplier de garder le dollar canadien s'il y avait un référendum gagnant. Donc, tous les arguments de peur par rapport à la devise, à la monnaie, il faut tout de suite les étouffer. Est-ce que le Québec est trop petit économiquement pour être un pays? Il y a une chose qui nous aide énormément, la réponse est clairement non, et une chose qui nous aide énormément en ce sens-là, c'est la mondialisation. La mondialisation fait que la taille d'une économie est absolument, en fait, comme disent les Anglais, irrelevant. Il y a des fédéralistes qui vont mieux comprendre ce mot-là. La taille d'une économie n'influe en rien sur sa prospérité, et la preuve de ça, si vous prenez les 10 pays les plus riches au monde, il y en a 9 sur 10 qui sont plus petits ou comparables au Québec en taille économique. C'est la Finlande, la Norvège, la Suède, le Luxembourg, etc. Et 9 des 10 pays les plus riches de la planète sont plus petits ou comparables au Québec en taille. Il suffit de trouver un créneau dans lequel on excelle et de vendre ça aux autres et de prospérer avec ça. Et le Québec a tout ce qu'il faut, évidemment. Vous savez que le Québec est déjà, au Canada, la juridiction la plus ouverte économiquement. On exporte la moitié de tout ce qu'on produit au Québec. C'est phénoménal par rapport au Canada et aux États-Unis. Par comparaison, le Canada exporte 30-35% de ce qu'il produit. Les États-Unis, 12-13% de ce qu'ils produisent. Donc, le Québec est un pays extrêmement ouvert économiquement déjà. Donc, ça va dans le sens de la mondialisation. On a tout à gagner à parler non pas simplement à nos voisins immédiats, mais à toute la planète comme pays indépendant et négocier nous-mêmes nos accords commerciaux, par exemple. Donc, tout ce qui est taille de l'économie, c'est un argument absolument inutile de nous faire peur avec ça de la part des fédéralistes, puisque le Québec est déjà prospère. Et imaginez, on est déjà prospère avec la moitié de nos outils. Je vais revenir là-dessus. On envoie la moitié de nos impôts à peu près, si on simplifie les choses, là, la moitié de nos impôts à un gouvernement fédéraliste et fédéral à Ottawa, qui n'a pas du tout nos intérêts à cœur et qui ne pense pas à nos intérêts économiques ou stratégiques avant de prendre une décision de signer un traité international ou de développer tel secteur industriel. Donc, on en est arrivé à être si prospère avec la moitié de nos outils. Et quand je dis si prospère, encore une fois, si on compare avec les autres pays de la planète, encore une fois, si on revient à l'OCDE, le regroupement des pays riches, le Québec, actuellement, est plus riche que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, les gens qui vous disent qu'on est tellement plus pauvres que nos voisins, ça aussi, c'est un argument défaitiste, fédéraliste qu'on entend souvent, qu'il faut donc rattraper nos voisins en termes de richesse parce qu'on est tellement moins bon ici, moins productif, moins riche. Premièrement, il faut faire très attention avec ces comparaisons-là, pour plusieurs raisons, mais principalement, c'est qu'on fait une grosse moyenne. On prend la population totale et on divise la richesse nationale par la population totale et on dit les Américains sont riches à un niveau X, les Québécois sont riches à un niveau Y, donc ils sont plus riches que nous. Il faut faire très attention avec ça parce que ça tient absolument pas compte, premièrement, du coût de la vie. Pour avoir été souvent à New York, moi, dans une vie précédente, je peux vous dire qu'un appartement 3 pièces là-bas qui coûte 4 millions de dollars, il faut avoir un bon salaire pour l'acheter. Sauf que ces espèces de comparaisons simplistes-là ne vous diront absolument pas ce qu'il en est du coût de la vie. Et donc, si on vous dit que vous êtes 40% plus riche dans un tel État, mais que ça coûte 60% de plus vivre, vous n'êtes pas plus riche en bout de ligne. Mais tout ça pour vous dire que la richesse qu'on compare PIB par personne, c'est très pernicieux, parce que ça ne tient pas compte du tout de la distribution des richesses au sein de la population. Et les États-Unis sont le meilleur exemple là-dessus. Les États-Unis sont de loin l'économie la plus grande au monde, la plus puissante, mais les disparités de richesse sont absolument inacceptables dans ce pays-là. Au haut de la crise, en 2008-2009, il y a 40 millions d'Américains qui ont eu droit à de l'aide alimentaire d'urgence. C'est assez de base, ça, comme besoin, là. Donc, il y en a 40 millions de nos voisins américains qui ont eu des billets d'aide alimentaire. Pendant ce temps-là, à l'autre extrême des ultra-riches, ça prend 12 Américains pour valoir le Québec en entier. Les 12 milliardaires américains les plus riches, parmi les plus riches au monde, évidemment,
valent les 300 milliards de l'économie québécoise, à eux 12. Donc, quand vous dites qu'il y en a 12 qui valent le Québec et de l'autre côté, il y en a 40 millions qui ont besoin d'aide pour manger, c'est pas ce que j'appelle la richesse collective, moi. Et au Québec, il y a un indice qui est jamais dans ces classements-là de fédéralistes qui veulent nous faire peur avec ces faux arguments-là. C'est que le Québec est l'endroit dans les Amériques où il y a le moins de violence, où il y a le plus d'égalité sociale, où il y a le plus de filet social pour ceux qui passent une période un peu moins facile. Et ça vaut de l'or pour la paix sociale. Et il n'y a pas un pays qui peut prospérer sans cette paix sociale-là. Et ça, au Québec, on est les meilleurs en Amérique là-dessus, et ça, les fédéralistes ne nous le diront pas. Donc, quand on va vous revenir avec des arguments qu'on est X% moins riche que chez nos voisins, il faut vraiment modérer ces arguments-là. Je vous le répète, on est plus riche en moyenne que la moyenne des pays riches déjà, et ça, c'est en contrôlant seulement la moitié de nos outils, je le répète. On est une simple province. Et je déteste le mot province. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont fait des cours de latin ici? Oui. Le mot province vient de pro-victis, qui veut dire territoire des vaincus. Dans l'Empire romain, c'est comme ça qu'on appelait la région autour de Rome pour les peuples que Rome avait conquis. Donc, c'est pas vraiment un terme qui s'applique au Québec. J'aime mieux juridiction ou gouvernement ou État. Merci Bernard. Que le mot province. Les autres, les 9 provinces anglophones, je les appelle des provinces avec plaisir. Mais ici, c'est autre chose. Et autre argument qu'ils vont souvent utiliser, c'est la péréquation, la fameuse péréquation. Ça, c'est souvent un argument final pour un fédéraliste. Vous dépendez de la péréquation, donc si vous vous séparez, vous allez perdre. Il y a tellement de choses à dire sur la péréquation, on pourrait faire une conférence de 3 heures là-dessus uniquement. La péréquation, premièrement, le Canada n'en a pas la recette magique. Hein. Vous savez que dans les pays de l'OCDE, pour revenir à eux encore, la plupart des pays ont un système de péréquation et le Canada est l'avant-dernier plus chiche en termes de péréquation. C'est même pas 1% du PIB qui est réparti comme ça, alors que dans des pays comme le Japon, la Norvège ou même le Mexique, c'est jusqu'à 4% du PIB qui est réparti comme ça. Donc, c'est pas une recette magique canadienne, premièrement. Et deuxièmement, le Québec, on dit souvent qu'il est le principal bénéficiaire de la péréquation. Et là, les fédéralistes vous disent tant de milliards sont versés au Québec, donc vous dépendez fortement de la péréquation. Si on prend le chiffre global, c'est vrai qu'il est assez élevé. On est 8 millions, presque 8 millions, 7,9 millions de Québécois actuellement. Si vous multipliez ce chiffre-là par quel que soit le chiffre de péréquation par personne, ça donne un gros chiffre. Mais si vous regardez la péréquation par personne, on est l'endroit au Canada qui en reçoit le moins par personne, si on exclut l'Ontario qui vient tout juste de commencer à en recevoir. Donc, de toutes les autres provinces, de tous les territoires canadiens qui reçoivent la péréquation, le Québec, par personne, est celui qui en reçoit le moins. Les fédéralistes ne vous le diront pas, ça. Ils vont préférer brandir le chiffre global qui fait en sorte qu'on a l'air d'une gang de quêteux. Et deuxièmement, si on a des services sociaux un peu plus généreux au Québec qu'ailleurs en Amérique, c'est pas parce que le Canada nous les finance à coup de péréquation, c'est parce que nos taxes et impôts sont plus élevés qu'ailleurs et qu'on a décidé collectivement de se les donner, ces services-là. On se les paye, nos services. C'est pas le Canada qui nous fait de la charité en nous versant de la péréquation pour qu'on se paye des services additionnels par rapport à nos voisins. Donc, tous les arguments fédéralistes de nature économique sont basés sur des fausses vérités. Et évidemment, la plupart des fédéralistes le savent parce qu'ils s'informent aussi quand même là-dessus, mais ils vont vous couper la phrase là où ça leur adonne le plus, et c'est évidemment avant le « oui, mais ». Et chaque argument fédéraliste a un « oui, mais » qui fait en sorte que finalement l'argument ne vaut plus. Et moi, il y a un argument économique ou de fierté ou un argument global que j'aime toujours rappeler aux gens quand je me promène, c'est que de l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais un pays qui a regretté d'être devenu souverain. C'est jamais arrivé dans l'histoire. Tous ces pays-là, il n'y en a pas un qui s'est dit « j'aimerais donc redevenir un canton ou une province ou un territoire de mon maître précédent ». C'est jamais arrivé. Et aucun de ces territoires-là n'était aussi riche et diversifié que ne l'est le Québec en ce moment. Comme simple province, encore une fois, on a réussi à s'élever au niveau des nations riches de la planète. Imaginez ce qu'on ferait si on contrôlait tous nos impôts, parce qu'actuellement, vous savez que les impôts qu'on contrôle au Québec servent en gros à tout ce qui est social, la santé, l'éducation. Tout ce qui est développement économique, on doit s'en remettre aux impôts qu'on envoie à Ottawa, et Ottawa les investit dans l'auto en Ontario et dans les sables bitumineux en Alberta. Donc, on se fait avoir sur le plan économique. Sur le plan environnemental, on se fait avoir aussi, mes collègues vont en parler, juste une note pour vous dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est relié au plan environnemental aussi. Les bourses du carbone qui vont apparaître dans le monde bientôt, ça pourrait rapporter des milliards au Québec qui pourraient vendre des crédits de non-pollution. Alors que comme simple province canadienne, le Québec devra payer sa quote-part de la pollution canadienne. Donc, on devra payer au lieu de recevoir. Donc, tout ce qu'on peut imaginer comme plan économique, que ce soit environnemental, industriel, économique directement,
le Québec a tout à gagner, est un pays qui va décider lui-même de ses propres développements économiques. Donc, la souveraineté, c'est très simple, c'est trois choses. C'est gérer tous ses impôts nous-mêmes, soi-même, voter toutes nos lois nous-mêmes et signer tous nos traités nous-mêmes. Et actuellement, dans ces trois domaines-là, tout ce qu'on remet à Ottawa nous dessert, parce qu'Ottawa n'a pas les mêmes priorités que nous du tout. Donc, vivement qu'au troisième référendum, on puisse bien expliquer les arguments économiques aux gens, parce que, selon ce que moi j'ai vu, c'est tout le temps sur des discussions économiques de peur que les fédéralistes nous amènent à l'approche des discussions référendaires parce qu'ils pensent gagner des points là-dessus. Mais la prochaine fois, il va falloir leur montrer clairement qu'on est informé, qu'on est équipé et les arguments de peur ne fonctionneront plus. Et moi, je pense qu'on peut aller viser un bon 60, 65, quel que soit le chiffre. Si on gagne, on gagne. Mais je pense que les Québécois, s'ils sont bien informés et qui voient que les arguments de peur sont malsains et mal fondés, vont nous suivre majoritairement dans ce beau projet-là. Donc, merci beaucoup pour votre attention.